Rabanan. Et ok, messieurs, on est à la page Ein Chet Amud Bet. Tanu Rabanan. On avait parlé avant d'un Kesher Morsin, on avait fini ce sujet, il me semble. On est arrivé au Tanu Rabanan, d'accord? À quel niveau? Je pense qu'après les 2 points, il y a un Tanu Rabanan, il me semble. À quel niveau? C'est à peu près une dizaine de lignes d'en bas de la page. Ok. Ein Chet Amud Bet. Et Tanu Rabanan Amotzi Shtar Chov. Vous l'avez? Oui, je l'ai. Merci, Jean. Tanu Rabanan Amotzi Shtar Chov. Quelqu'un qui a trouvé Motzi, pardon, pas trouvé, il a fait sortir un Shtar Chov, c'est un contrat. Une reconnaissance de dette. Une reconnaissance de dette. Alors, Ad Shelo Trao Chayav, tant qu'il n'a pas remboursé le type sa dette, ça veut dire que ce shtar, il a une importance. Oui. Alors, comme on avait dit que pour transgresser Hotzah, on a besoin que l'objet en question, il a une importance. Donc, ce shtar, ce document, Le Yovel, c'est... rien à voir avec le Yovel. Mais si le sort Yovel, ça ne sert à rien. Il est plus valable. Oui, le Yovel, même Shemitah. Mais encore une fois, donc, si il n'a pas remboursé, alors ça a une valeur, on a besoin, et donc Chayav. Tandis que Mishe Prao, pas tout. Après que le type il a remboursé sa dette, alors ce morceau de papier, il a plus d'intérêt, plus de valeur. Donc si quelqu'un le fait sortir, il est pas tout. Jusqu'ici, c'est clair ce que j'ai dit. Rabbi Yehuda Omer, Af Mishe Prao Chayav. Rabbi Yehuda, il conteste, il dit non. Même après qu'il a repayé sa dette, ce shtar chov, il a une valeur chayav. Pourquoi? Parce qu'il en a besoin. Quelle est la différence entre ces deux opinions? Amar Rabbi Yosef, Asur lashot shtar parua, la différence est vis-à-vis du principe qu'il est interdit de garder chez soi un shtar dont la dette a déjà été remboursée. Interdit. Le pshat, l'explication toute simple, c'est parce que... Quelqu'un va la trouver, il va l'utiliser. Oui, le malvé, le prêteur, c'est lui c'est qui celui qui écrit le shtar? C'est l'emprunteur, le lové. Après qu'il reçoit l'argent, le prêt, il transmet au prêteur un shtar. Maintenant, une fois que l'argent a été remboursé, si le shtar reste dans le domaine du prêteur, il y a toujours le risque, si le prêteur est malhonnête, qu'il va l'utiliser. Donc, c'est pour ça que c'est interdit que ce shtar, qu'il reste à la maison. Assur la shot, et que ben Rabbanan savrait, assur la shot shtar paroi. Eux, ils disent que c'est interdit. Rabbi Yehuda savar mutar, la shot shtar paroi. Maintenant, je vous propose qu'on regarde le Rashi. Ils veulent toujours qu'il y ait une preuve. Hein? Ils veulent qu'il y ait toujours une preuve si jamais il y a des... On va voir pourquoi il dit ça. Alors regardez le Rashi, la 5e ligne en bas, la première grande ligne du Rashi, en bas. Asur la shot shtar paroi, ça c'est Rabbanan, mais shum she'nema, c'est écrit dans Yov, al tishkon be'ohalecha avla. Tu n'as pas le droit de laisser dans ta maison un avla, c'est un manque de justice, un truc malhonnête. Et un truc malhonnête, entre autres, ça fait allusion à ce shtar, paroi. Hilkar, donc, malvé, l'homme machelei, la tsur al pitz lochito, meshum isur lové. Donc, un malvé, quel est l'intérêt de toute façon que ce malvé va le garder chez lui? Parce que ça peut servir. À l'époque, il n'y avait pas des bouchons à droite et à gauche, il n'y avait pas beaucoup de papier. Il a un morceau de papier, il peut l'utiliser entre autres pour boucher une bouteille.
C'est une utilisation possible. Mais il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire parce que c'est interdit. Et le lové aussi. Le lové, une fois que le malvé lui a rendu le shtar, il ne va non plus pas le garder chez lui. Nam ilo mashelei, shema yavol yedei malvé, veyachazor veyitbaeno. De peur que l'emprunteur il perd ce shtar qui est chez lui. Et ce mitgalgel, où le malvé le reprend, et encore une fois l'utilise, le réutilise. Ok, donc c'est pour ça, ça serait banalisé, non, un chat. Une fois que le shtar paro, il faut le détruire. Tu ne peux pas le laisser chez toi à la maison. Et donc si c'est comme ça veut dire que ce shtar, il n'a aucune valeur. Alors si quelqu'un le fait sortir, il n'a pas transgressé. Mais c'est dangereux. Hein, pardon? C'est dangereux de garder un shtar. Mais c'est justement, comme c'est dangereux, la lacha est, selon Rabbanan, il faut le détruire. Il faut le détruire. Alors, si un truc qu'il faut détruire, ça veut dire qu'il n'a pas de valeur. Ça veut dire que si le type, il le fait sortir le Shabbat, il n'est pas important, il n'a pas transgressé. Tandis que Rabbi Yehuda, je continue dans le Rashi d'Imbuta, car donc, qui hotzio malve chayav, de tsaïchlo lichoch al pitz lochit. Lui, il dit pour une raison ou une autre que c'est permis de garder le shtar. Le malvé peut s'en servir pour boucher une bouteille. Et donc, comme c'est permis, ça a une importance vis-à-vis du malvé en tant que bouchon. Et donc, si le malvé le fait sortir pour Rabbi Yehuda, il est chayav. Ça, c'est une explication de cette marloquette entre Rabbanan et Rabbi Yehuda. Abaya Amar, de Chulei Alma Assur la chaude shtar paroi. Lui, il dit que tout le monde est d'accord que tu ne peux pas garder chez toi un shtar dont le prêt a été remboursé. Vehacha, ici de quoi on parle? Hacha bemodeh b'shtar shektavo shetzarich lekaimo comme iflegi. Ici, il se dispute sur le principe que modeh b'shtar shektavo. L'emprunteur admet que ce shtar, c'est lui qui l'a écrit, ou c'est lui qui l'a rédigé, c'est lui qui l'a fait. Et tsarich le kaimo, ça veut dire quoi? C'est pas suffisant que l'emprunteur, il reconnaît que le shtar, il a écrit. Il doit aussi rajouter qu'il n'a pas encore remboursé le prêt. Maintenant, s'il n'affirme pas qu'il n'a pas encore remboursé, s'il dit par exemple qu'il l'a, alors le shtar, ça n'a aucune valeur. Parce qu'il y a un principe. Le principe est... Non. Le principe, ça c'est un autre principe, mais le principe ici c'est à péché assar ou à péché hitir. Ça veut dire quoi? La bouche qui est interdite, c'est également la bouche qui peut permettre. Ça veut dire, pour authentiquer un shtar, normalement qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut authentiquer les signatures des témoins. Normalement un shtar, c'est des témoins qui signent. Alors si on a une authentification. Voilà, si on a authentification d'un shtar, on n'a pas besoin que l'emprunteur il dit quoi que ce soit. Le shtar il est authentique, il a de la valeur. Mais si on n'arrive pas, pour une raison ou une autre, comment on fait pour authentiquer les signatures? Ou on appelle les témoins eux-mêmes qui ont signé, ils témoignent que c'est en effet leur signature. Ou il y a des témoins qui ont vu les témoins signés, ou on prend la signature et on la compare à la signature des témoins. Oui, c'est exactement la même signature. Ça, c'est les façons qu'on peut... Mais s'il n'y a pas une autre... Alors, qu'est-ce qui rend ce shtar valide? Qu'est-ce qui donne à ce shtar de la validité? C'est l'admission de l'emprunteur. Quand l'emprunteur il dit, en fin de compte, oui, c'est le shtar que j'ai rédigé pour prendre un prêt. Alors, c'est lui, il a péché à ça. C'est lui qui déclare, et c'est basé sur son témoignage, que ce shtar, ça a une valeur. Mais comme c'est basé sur lui, il a aussi la possibilité de dire, oui, c'est vrai que c'est le shtar que j'ai écrit, mais en fin de compte, j'ai remboursé. Et le moment qu'il dit ça, le shtar, c'est fini. Caput, il n'y a plus de valeur. Alors, Rabbanan, eux, ils disent que, comme on dit ici, si l'emprunteur, il admet qu'il a écrit le shtar, il doit en plus dire qu'il n'a pas encore remboursé le prêt. Et s'il ne le dit pas, parce que s'il dit qu'il a remboursé le shtar, plus de valeur.
Ah, ça, c'est Rabbanan, c'est ce qu'ils disent. On parle de ce cas qu'il a dit, bon, c'est le shtar en effet que j'ai écrit, mais j'ai remboursé. Donc le shtar n'a aucune valeur. Donc selon Rabbanan, si le malvé il le fait sortir, il n'a rien fait parce que ce shtar n'a aucune importance. Tandis que je continue dans le Rashi. Oh, j'ai vu le Rashi, non. Rabbi Yehuda, ça va la dernière ligne de la Gemara. Modé b'shtar shektavo, ein sarich le kaimo. Lui, il dit, Rabbi Yehuda, que non. Une fois que l'emprunteur il admet que le shtar, c'est lui qui l'a écrit, il a authentiqué le shtar, à partir de ce moment, on n'écoute plus. On n'écoute plus, on va pas. Si lui il dit l'emprunteur, oui, c'est mon shtar, mais tu sais que vous savez que je l'ai remboursé, j'ai remboursé. On ne l'écoute pas. Le moment qu'il dit que c'est mon shtar, le shtar il devient automatiquement, il a de la valeur. Et gamin, on ne va plus l'écouter le type. Ça c'est Rabbi Yehuda. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, garde le shtar, parce qu'il a toujours une valeur. Et voilà. Maintenant, voyons ce que j'ai dit, voyons ça dans le Rashi. Le Rashi qui dit, Bemodé b'shtar shektavo. C'est la troisième ligne avant la fin du Rashi. Halové modé shektavo, saïch le kaimo, velomar lo parati. Donc l'emprunteur qui admet qu'il a écrit le shtar, il doit maintenant l'authentiquer en disant qu'il n'a pas remboursé. Mais tant qu'il n'a pas dit ça, lav shtarahu, ce n'est pas considéré comme un shtar. Il lave mashkach sahadeh, si ce ne serait pas à travers des témoins qu'il arrive, le hakira khatima, pour reconnaître la signature. De man, kamashve leishtara, qui transforme ce contrat en shtar valide, Rachid dit, lové, c'est l'emprunteur. De amar ketavtiv, c'est lui qui admet qu'il est responsable d'avoir rédigé ce shtar. Lové nami, hake amar parati, mais c'est aussi le même lové qui dit que j'ai remboursé. Ha péché assam, ou à péché yitir. Donc, comme la validité de ce shtar, elle est le résultat du témoignage uniquement de l'emprunteur, donc l'emprunteur aussi, de la même façon qu'il est validifié, il peut aussi rendre invalide en disant qu'il a déjà remboursé. À péché assam ou à péché yitir. Quelqu'un, Rachid dit donc, Mishe Prao. Quand c'est écrit dans la Braïta, une fois qu'il a remboursé, qu'est-ce que ça veut dire une fois qu'il a remboursé? Comment? Mishiyomar parati patour. Ça veut dire en fin de compte, une fois qu'il dit qu'il a remboursé, alors le type, le mal qui fait sortir ce shtar, il est patour. De l'autre saïrle, parce qu'on n'a pas besoin de ce shtar, il ne vaut rien. Tandis que Rachid dit, Rabbi Yehuda, ça va, ein saïrle kaimo. On n'a pas besoin, après qu'il reconnaît qu'il a écrit le shtar de l'emprunteur, on n'a pas besoin de rien de plus. De kevan de modé shektavo velavabo, arehu keilu kimuhu chotamav vegove bokolzman shemotzio. Alors, le moment qu'il reconnaît que c'est son shtar, le shtar il est valide, et à partir de ce moment, on ne l'écoute plus, l'emprunteur. Donc ça, c'est la marloquette entre Rabbanan et Rabbi Yehuda. Si pour quelqu'un, c'est pas clair, demandez. Pourquoi il ne parle pas du tout du prêteur? Le prêteur, il a un rôle à jouer dans ça. Oui, mais mais quand il fait le document. Non, justement. Celui qui est responsable de faire le document, c'est l'emprunteur. Celui qui paye les frais, disons, à un chauffeur d'écrire le document, c'est celui qui se rend responsable du document. Parce que c'est à son... Lui, il a besoin d'un shtar pour recevoir le prêt. C'est toujours emprunteur. Ce document. Alors oui, une fois qu'il reçoit l'argent, le prêt, il transmet le shtar au malvé, et pour le malvé, c'est une sécurité. Le shtar, c'est ça, c'est la preuve que l'autre lui doit de l'argent. Mais la preuve, c'est seulement une preuve si la signature des témoins, on reconnaît c'est une vraie signature. Mais si on ne reconnaît pas, c'est un vieux shtar, on n'a pas moyen de reconnaître. Alors, ce morceau de papier, il ne vaut rien, ce n'est pas une preuve. C'est seulement une preuve si l'emprunteur lui-même, il admet. Il dit oui, en effet, c'est le shtar que j'ai écrit. Alors, selon Rabbanan, une fois que tu dis, il reconnaît que c'est le shtar que tu as écrit, alors tu as la possibilité de dire
que tu as remboursé. Ou tu peux dire que je n'ai pas encore remboursé, mais ça dépend de toi, parce que comme toi, tu as la force de, en fin de compte, rendre ce shtar valide, tu as aussi la force de reconnaître que ça, le prêt a été remboursé. Parce qu'il aurait pu dire, non, il aurait pu dire, non, c'est pas moi qui ai... Exactement. C'est ça, c'est un migo, exactement. Il y a aussi un principe que Yehuda a élevé, dont il parle. Migo, ça veut dire, comme quelqu'un, ce type, il aurait pu se taire, l'emprunteur. Il a pas dit, bon, je ne connais pas ce shtar. Alors voilà, c'est fini, l'histoire est finie. Mais il n'a pas fait ça. Il a dit, oui, ce shtar est valide. Oui, je le reconnais, c'est moi qui l'ai écrit. Mais s'il voulait mentir, il n'a qu'à se taire. Il n'a qu'à dire, en fin de compte, ce shtar, je ne connais pas. Mais il a reconnu. Une fois qu'il a reconnu, ça devient, c'est du solide, le shtar. Alors maintenant, il a la possibilité de dire, oui, c'est vrai que ce shtar est valide, mais j'ai remboursé, on l'écoute. Voilà. Pourquoi Rabbi Yehuda, il n'est pas prêt à accepter? Pourquoi il n'est pas prêt à accepter ça? À partir du moment où il reconnaît, c'est parce qu'il c'est un homme qui est honnête. Parce que pour lui... Ah, arrête, je m'en fous si tu as payé ou pas. Ça veut dire quoi? Je reconnais, tu reconnais, on laisse finir sa phrase. Je reconnais, mais je l'ai déjà payé. Alors ça pour Rabbi Yehuda, qu'est-ce que tu reconnais? Je reconnais que c'est moi qui l'écris. Oui, non, tu reconnais que le shtar, il est valide. Non. Oui. Non, il y a une différence entre reconnaître que c'est moi qui l'ai écrit et qu'il est valide. Là, on est dans le cas où il a dit, je reconnais que c'est moi qui l'ai écrit. Ça veut dire qu'il est valide. Et il a continué. Non. Oui. Non. Bah oui. Non. Il a remboursé. C'est exactement la même chose, Chaim. Il dit, je reconnais que ce shtar qui dit que j'ai prêté de l'argent, il est valide. Donc c'est-à-dire qu'il fallait le déchirer au moment où il a rendu l'argent. Il n'a pas été déchiré. Attends, mais maintenant la question est, ok, maintenant on a déterminé que le shtar est valide. Est-ce que tu as remboursé ou pas? Voilà. Rabbi Yehuda, il dit, le moment qu'il dit que le shtar est valide, alors on regarde, c'est fini, on a un shtar devant nous qui valide, qui dit que ce monsieur l'emprunteur, il a emprunté de l'argent. On ne va pas lui demander ça, on va plus lui demander est-ce que c'est vrai que tu as remboursé, pas remboursé, c'est fini. Qu'est-ce que dit la halakha, si jamais c'est un shtar qu'on a trouvé comme ça? Quelle est la halakha ici entre les deux? J'imagine que c'est comme un rabbanan, mais je ne suis pas sûr. Je ne sais pas exactement quelle est la halakha ici dans ce livre. C'est grave. C'est grave que je ne sais pas la halakha? Non. Ok, on continue. Non, je veux dire, c'est déterminant. Mais c'est vrai que c'est grave que ici, je ne connais pas la halakha. C'est qui a écrit le shtar? C'est celui qui a prêté l'argent? C'est toujours l'emprunteur qui est responsable d'écrire, de rédiger le shtar. Alors ça, c'est la marloquette entre les deux. Je retourne à la Gemara. Et donc, si c'est les derniers quelques mots de la ligne, ou mai ad shelo prao, ou miche prao, les termes. Des coulées alma sur les shaot, achète la paroi. Oui, tout le monde est d'accord que tu ne peux pas avoir chez toi un shtar dont le prêt a été remboursé. Tu ne peux pas laisser chez toi. Tout le monde est d'accord de ce principe. Alors, sur quoi ils se disputent? Ils se disputent justement sur un cas de figure. L'emprunteur, il admet que c'est son shtar, mais il dit en même temps, il dit, mais j'ai remboursé. Rabbanan dit, on accepte, et donc le shtar, il n'a plus de valeur. Et Rabbi Yehuda dit, non, on ne l'écoute pas. Et le shtar, ça a une valeur. Et quand maintenant dans la Gemara, ou mai ad shelo prao ou miche prao, ces termes, c'est pas littéralement qu'il a remboursé ou il n'a pas remboursé, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il a remboursé ou il dit qu'il n'a pas remboursé. En haut de la page suivante, ad sheyomar love parati velo parati. Ok. Maintenant, Rabba, il a une autre explication de la marloquette entre Rabbanan et Rabbi Yehuda. Rabba amar de chuli alma modé beshtar shektavo. Rabbi dit que non. Tout le monde est d'accord, même Rabbi Yehuda, que si l'emprunteur admet que c'est le shtar qu'il a écrit, il a besoin aussi d'affirmer qu'il doit toujours de l'argent, que le prêt il est toujours valide, il n'a pas encore remboursé. Il a besoin de ça. Tout le monde est d'accord avec ça. Alors si c'est comme ça, sur quoi il se dispute? Ici, il se dispute sur le besoin d'écrire un shovar. Maintenant, c'est quoi un shovar? C'est comme une Kabbalah. Le type, une fois qui rembourse son prêt, alors l'autre, il lui écrit un morceau de papier qui dit, dans lequel il dit j'ai reçu l'argent de Khazar. C'est tellement logique.
C'est tellement logique de faire ça. Je veux dire, je pense que c'est la halakha. Oui, mais il y a une autre façon de s'en sortir. Que quand il redonne, il rembourse son prêt, l'autre, il lui rend le shtar. Et lui rendre le shtar, c'est équivalent à un cheval. Tu lui rends le shtar, c'est fini, l'affaire elle est bouclée, c'est fini, c'est ni vu ni connu. Alors, ça remplace ou le cheval ou le shtar. Ou tu rends le shtar, ou tu crées un cheval. Alors lui, il dit ici qu'il se dispute sur l'obligation d'écrire un cheval. Mais Rabbi Yehuda Sava, Tanakama Sava, Kotvin cheval. Tanakama, lui, il dit qu'on écrit un cheval. Alors, si on a l'habitude ou une obligation d'écrire un cheval, donc le shtar, il n'a plus de valeur. Parce que tout est déterminé, tranché par le cheval. Tandis que Rabbi Yehuda Sava, un Kotvin cheval. Un Kotvin cheval, c'est l'habitude et on n'écrit pas un cheval, on rend le shtar. Si c'est comme ça, le shtar, il a toujours une valeur. Rav Ashi Amar, il en donne encore une autre explication de cette marloquette. Amar mipnei shetzarich leharoto le baal chov sheni. Il dit, tu sais quoi, pourquoi ce shtar, une fois, même après qu'il a été remboursé, pourquoi le shtar c'est important? Parce que l'emprunteur, il en a besoin pour le montrer peut-être plus tard quand il veut emprunter à nouveau. Le baal chov sheni. Il lui dit au nouveau titre, regarde, constate, de gavre de para, Anna, je suis quelqu'un qui rembourse. La preuve, il lui montre le shtar, c'est une preuve qu'il a remboursé. Donc il dit, tu sais quoi, même si le prêt a été remboursé, il a reçu son shtar bechazar, néanmoins ça conserve une valeur parce que c'est possible qu'il va vouloir l'utiliser plus tard, hein, quand il va vouloir à nouveau emprunter pour montrer qu'il est honnête. Le cheval, c'est important parce que si jamais l'emprunteur, le prêteur, il décède, que la famille elle sait qu'il y avait un prêt et qu'elle va venir demander à cet emprunteur l'argent, ça ne suffira pas qu'il dise j'ai remboursé. S'ils n'arrivent pas à sortir, on sait qu'il a emprunté. Mais on ne sait pas qu'il a payé. Mais encore une fois, est-ce que sa parole à lui de dire... Encore une fois, Chaim, mais la preuve qu'il a emprunté, c'est dans le fait que le shtar se trouve dans les mains du prêteur. Et c'est le shtar qui déclare qu'il y a un prix qui a eu lieu. Donc si le shtar, c'est fini, c'est foutu, l'affaire est foutue. Il ne peut pas y avoir un cas de figure où on dit... Non, tu peux dire ce que tu veux, mais l'autre il peut répondre jamais de la vie, ça s'est jamais passé. C'est pour ça qu'il faut un cheval. Non, un cheval, c'est un témoignage du fait que le prêt a été remboursé. Je suis d'accord avec toi. C'est pas le shtar, c'est un four. C'est une authentification, une déclaration que le prêt a eu lieu. D'accord. Le cheval, ça déclare que le prêt a été remboursé. C'est deux choses différentes. Mais ça devrait être le système. Tant qu'il y a un prêt, il y a pas de cheval. Oui, c'est vrai, mais dès que ça a été remboursé, il y a un cheval. C'est vrai, mais néanmoins, il y a une autre possibilité. Il y a une autre possibilité. De rendre le shtar. Quoi là-dedans? Arrête de me demander tout le temps des questions compliquées. Un rabbin orthodoxe dans le quartier. Je te répète, ça fait pas... Arrête. C'est un cours de Gemara. C'est pas un cours d'Alacha. Mais l'Alacha, c'est pour déboucher sur quoi? Hein? La Gemara, c'est pour quelqu'un qui est sérieux, comme toi par exemple. Non, vraiment, que tu prends ça à cœur et c'est important pour toi. Alors tu vas ouvrir un livre d'Alacha où tu vas demander à ton rabbin orthodoxe du quartier. Et tu vas vérifier. Mais les gens qui sont moins sérieux que moi, on continue. Je peux dire un mot? Ok. Oui, vas-y, même deux. Oui. Le problème de la validité de ce prêt, ce shtar, c'est qu'il est valide de deux manières. Parce qu'il a été écrit par l'emprunteur et parce qu'il y a deux étimes. Le problème, c'est que ensuite, quand l'emprunté reçoit l'argent... Le prêteur. Le prêteur reçoit l'argent de l'emprunteur, il lui remet le shtar, le document. Et apparemment, c'est fini. C'est fini. Oui. Alors, pourquoi ce serait fini alors qu'on avait validé ce prêt par deux étimes? Et là, c'est plus le cas.
Non, attends, Richard. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, C'est que, tu à m'as un moment raconté donné, une histoire. on Tu demande viens à de me des raconter témoins, une histoire après, où témoins. l'emprunteur, il a rendu, comment on dit en français, il a restitué l'argent au prêteur. Oui. Tu viens de le dire. Oui. Mais nous, on ne parle pas de ce cas où il a physiquement restitué. On parle d'un cas où on a un shtar. Et quelle est la nature de ce shtar? Quelle est la valeur de ce shtar? Alors, si on sait que c'est un shtar qui est normal, ça veut dire quoi normal? On a déjà vérifié la signature des témoins. Donc, l'emprunteur, il n'est pas dans le coup. Le shtar, ça a du poids. Le shtar, basé sur le shtar, le prêteur a le droit de demander à l'emprunteur, repaye-moi. Tu me dois de l'argent, la preuve, le shtar. Dans le cas où on ne peut pas authentifier la signature des témoins, alors le shtar, c'est un morceau de papier, ça ne vaut rien. Mais si, dans ce contexte, l'emprunteur, il admet, en effet, c'est le shtar que j'ai écrit. En effet, j'ai prêté de l'argent de ce monsieur, j'ai emprunté de l'argent de ce monsieur. Alors, à cause de ce qu'il a dit, maintenant, ce morceau de papier, ça devient un shtar. Mais la marloque est que Rabbanan dit que ce n'est pas suffisant. Tu dois aussi admettre que tu lui dois toujours de l'argent. Parce que tant que tu n'as pas admis que tu lui dois toujours l'argent, alors si tu dis par exemple que tu as déjà remboursé, on te croit. À péché à ça, je à péché itir. Tandis que Rabbi Yehuda dit non, le moment qu'il admet qu'il a c'est son shtar, c'est fini, le shtar c'est valide. Pourquoi Voilà. on fait jouer un rôle important aux témoins à l'aller et pas au retour? Non, Par exemple, l'aller, c'est la question. Un exemple. Si par exemple les témoins se dédient. Attends, Non, je ne veux pas compliquer la vie inutilement, Richard. La chose la plus importante, c'est la signature des témoins. C'est la chose la plus importante. Mais c'est possible. Il faut vérifier la signature. Bon, parce que, pourquoi? Il peut y avoir quelqu'un de malhonnête. Par exemple, on ne va pas citer de nom, Et lui-même, il peut falsifier, il peut lui-même faire des signatures. Alors, c'est bien. Alors, dans le cas, il faut, première chose de base, il faut vérifier si le shtar il est authentique. On fait ça pour vérifier les signatures. C'est simple. Ouais, c'est tout. C'est aussi bien au début et à la fin. Mais dans le cas où on ne peut pas, pour une raison ou une autre, on n'arrive pas, les témoins, ils sont à Honolulu. Les personnes qui sait, on ne peut pas. Qu'est-ce qu'on fait? Alors le shtar, il ne vaut rien. Seulement si l'emprunteur, il débarque, il dit, oh oui, j'admets, en effet, il est vrai, j'ai emprunté. Mais Voilà. on continue. Alors. Rav, pardon. Vas-y. Il y a deux Edim. Oui. Et on veut qu'il y ait la preuve qu'on croit, c'est bien les Edim qui ont signé. Et puis, il y a un aide qui, je ne sais pas moi, il est dans un pays lointain. Et il ne reste qu'un seul aide. Comment que ça se passe à ce moment-là? C'est pas suffisant. On a besoin un pichnei idim yakum davar. Donc, tu as besoin d'authentifier ou vérifier la signature des deux témoins. C'est pas suffisant. Ça valait la peine de venir ce matin. Oui. Alors, maintenant, on parle de peau, la peau d'une bête. Quelle est la quantité minime? Ba'a mine Rav Nachman. Vous y êtes dans la Gemara. C'est la, je ne sais pas, 7e, 8e ligne d'en haut. Ba'a mine Rav Nachman. Hamotzi or bekama. Sortir une peau de la maison, quelle est la mesure minime? Amar le kedetznan, comme c'est enseigné dans la Mishnah. Or, que de la sorte kamer. C'est la quantité pour faire une petite pochette dans laquelle on met une amulette. Hame abdo bekama. Quelqu'un qui fait sortir une peau une peau qui il n'est pas encore apte à être transformé en pochette. Il faut d'abord l'abed. Il faut le travailler pour le rendre normal. Il le fait sortir à Me'abdo Bekama, Amar le Loshna. Il n'y a aucune différence. Ça reste la même quantité de peau suffisante pour faire un kamer. Le'abdo Bekama. Bon, en fin de compte, c'est la même chose. Amar le Loshna. Alors la Gemara demande, Umena Teimra Kedetnan. D'où est-ce qu'on voit qu'il n'y a aucune différence quand on parle d'un objet, si l'objet il est déjà me'ubad, comment on dit me'ubad en français? Travaillé, il est déjà processed.
Travailler déjà. Voilà. S'il est déjà complété et travaillé, ou s'il est toujours matière brute. Où est-ce qu'on voit que c'est la même règle s'applique, que d'Etznan, comme c'est enseigné dans une Mishnah? Amelaben, va menapetz, va tsover, va tové. Quelqu'un qui travaille la laine. Melaben, il blanchit, menapetz, il donne des coups pour séparer entre les lanières de laine. Tsover, il va le teinter, tové. Tové, c'est commencer à faire des fils avec, tisser. Shiuro, kimlo, rochav, hasit, kaful. La quantité de ces fils, c'est la quantité entre deux doigts, hasit, kaful. Vous entendez ça? Ces deux doigts, comme on dit, victoire, oui. Ces deux doigts. Alors, quand ils sont, c'est ça, et je pense que c'est deux fois c'est de l'argent. Ça, c'est la quantité pour ces fils. Et la Gemara continue. Vehaoreg shnei chutin. Maintenant, quelqu'un qui tisse avec deux fils. Maintenant, on parle de deux fils qui sont déjà prêts, sont meubad. Shiuro kimlo rocha vasit kaful. C'est exactement la même chose. Non, kaful c'est entre. Oui, mais néanmoins, je me suis permis parce que on veut dire que c'est la même chose. C'est la même chose. Alors, on voit bien qu'il n'y a aucune différence entre une matière au niveau matière brute, au niveau qu'on s'est complété. C'est le même shiur. À Alma, on voit qu'Evan de l'etfia, comme ces morceaux de laine, ils sont destinés à être transformés en fil pour tisser, shiura que tavoui. Donc, ils ont la même mesure que le fil qui est déjà terminé. Hachanami, ici aussi, Kevan de l'Abdokai, comme cette peau, elle est destinée à être l'Abed, transformée en peau normale, Shiuro que Meubad, c'est pensé comme si c'était déjà fait. Maintenant, la Gemara dit, Veshelo l'Abdo, Bekama. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un fait sortir un morceau de peau, mais pas dans le but de l'Abed auto? Il ne veut pas l'Abed auto. Az amar le loshna. Encore, il n'y a aucune différence, c'est le même shiur. Alors la Gemara s'étonne. Velo shana ben meubad le she'ino meubad. Tu me dis qu'il n'y a pas de différence entre un et l'autre. Eitive, on apporte une kushia. Eitive. Hamotzi samanin shruyin. Kede litzboa behen dugma le'ira. Quelqu'un qui fait sortir des plantes, kede litzboa behen, des plantes qu'on va utiliser pour en extraire des teintures, des couleurs. Oui. Ok? Et quelle est la surface minime, le shiur? C'est dogma, pour faire dogma l'ira. C'est quoi dogma l'ira? C'est pour Rashi, dit en bas, dogma klomar me'at, que ein shemarine le dogma, le mar rotse atabazem. Disons, il a un truc, coloré en noir, ou en bleu, ou en vert. C'est un échantillon, exactement. C'est un petit échantillon pour montrer au client. Tu veux comme ça, ou tu veux comme ça, tu veux comme ça. Et c'est quoi le ira, Rashi? Vous que shiur hatsaïr le ira shel gardi, l'istom pikane chez pakit à arev netunabo. Je n'ai pas tout à fait compris, mais il me semble que l'ustensile sur lequel on tisse, il s'appelle comment? Métier à tisser. Non, je parle de la machine. Oui, métier à tisser. Un métier à tisser. Ok. Alors, il y a apparemment un morceau de bois sur lequel un motrim, on tend les fils. Alors, ce morceau de bois, à l'extrémité, il y a comme un bouchon pour empêcher que les fils ne vont pas tomber du morceau de bois. Alors, on a la surface de cet échantillon, ça correspond à une capacité de recouvrir l'extrémité de ce morceau de bois où sont étendus ou étalés les fils. Voilà, ça c'est le truc, ça s'appelle ira. Ok, donc c'est pas très grand. Ve'ilu, mais tandis que besamanin she'inan shruyin, quand on parle de peinture, de plantes qui n'ont pas encore été travaillées, ils n'ont pas encore été trempés dans de l'eau, et ce n'est pas devenu de la couleur. Alors la mesure est différente.
Tnan, klipei egozim, ve klipei rimonim, satis ou poa. Tout ça, ça fait des couleurs, c'est des sources de couleurs. Que ce soit les peaux de noix ou de rimon, satis et poa, qu'est-ce qu'il dit Rashi satis, vishuda, poa. Bon, c'est des sources de couleurs, mais ça n'a pas encore été transformé en couleur. Quelle est la mesure? Le fils vacha. C'est combien de couleurs ça va donner pour teinter ou pour peindre le tissu qu'on met sur le truc d'une femme qu'elle met sur sa tête. Ça veut dire, la femme, elle met une perruque sur sa tête. En dessous, une femme mariée, mais en dessous de la perruque, il y a comme un filet. Maintenant, le filet, c'est pas seulement un filet comme un filet avec des trous. Souvent, il y a aussi sur le filet, on met comme un tissu. Alors, c'est le shiur, c'est combien de couleurs on a besoin pour peindre ce filet. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand c'est à la matière brute, la quantité est plus grande. Quand ça a déjà été transformé en couleur, c'est simplement un petit truc pour boucher l'extrémité du morceau de bois dans cette machine pour tisser. C'est beaucoup plus petit. Donc, on a une preuve qu'il y a oui une différence entre quelque chose qui est me'ubad, donc déjà transformé en couleur, et quelque chose qui n'est pas me'ubad. Alors, ça, c'est une attaque, parce que la Gemara, auparavant, elle a dit que c'est la même chose, le même shiur. Alors, quelle est la réponse? Itmar Allah, ça a été enseigné sur ce point, et là on finit. Amar Rav Nachman amar Rabba bar Avua, le fiche ein adam toreach lishrot samanin litzboa behen dogma leira. Parce que la réponse est que tant que c'est déjà à l'état brut, pas encore travaillé, personne ne va faire l'effort, le travail de transformer ces plantes en couleur pour une quantité tellement petite. Quand tu as ces matériaux, ces plantes, ils n'ont pas encore été transformés. Personne ne va faire le travail de les tremper dans de l'eau et d'extraire la couleur si c'est pour une quantité tellement petite, comme on avait dit, pour boucher l'extrémité de ce morceau de bois. Tandis qu'une fois que ça a été transformé en couleur, là c'est fort possible que la couleur elle a une validité, elle a un intérêt même pour un tout petit truc. Okay? Parce qu'encore une fois, l'important c'est quelque chose au niveau brut, il a un potentiel d'être transformé en couleur. Mais il ne va pas faire le travail pour une toute petite quantité, c'est une quantité plus importante. Ça, c'est l'explication pourquoi, oui, on voit une différence entre un matériel à l'état brut et entre quelque chose qui déjà a été complété. Parce qu'ils n'arrivent pas sûrement à garder Parce qu'ils ne vont pas faire l'effort de le transformer en truc, en disant ici on parle de couleur, oui, pour une toute petite quantité, seulement pour une quantité plus grande. Messieurs, bonne journée, Shabbat Shalom, Besurot Tovot.